Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais détailler avec vous la technique pour pouvoir trouver les équations horaires dans le cadre d'un déplacement parabolique, et donc dans une chute libre dans le plan terrestre. On va essayer de voir les variations, comment évolue l'accélération, la vitesse et la position d'un mobile qui est dans un mouvement de chute libre ou qui est dans un mouvement de lancer. Donc c'est une partie qui est très importante de la cinématique ou de la mécanique de la terminale, puis également du supérieur, qui est vraiment essentielle et qu'il faut absolument maîtriser, savoir maîtriser la deuxième loi de Newton et toute la partie surtout des conditions initiales pour pouvoir aboutir à une écriture des équations horaires qui va nous permettre, et ça on va le voir dans d'autres vidéos, de réfléchir et de formaliser les équations de la trajectoire par exemple, ou de trouver d'autres notions qui sont très intéressantes comme la portée ou l'amplitude maximale d'un lancer. Donc ce sont des notions qui sont très intéressantes, qui nécessitent bien sûr la compréhension des principes fondamentaux de la mécanique et que je vous propose d'aborder dans le cadre d'un exemple qui est extrait d'une épreuve de baccalauréat qu'on va voir très rapidement dans cette vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le format des vidéos que je publie. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, ça permettra le bon référencement de ces vidéos-là. Donc ici on va considérer un exemple simple où on va lancer ce qu'on appelle un pigeon d'argile, donc ou par exemple un lancer d'un objet qui va faire une trajectoire comme on peut le voir parabolique. Donc on va s'intéresser aux équations horaires des trois caractéristiques qui déterminent le mouvement, ou qui caractérisent le mouvement de ce mobile-là. Donc les trois caractéristiques que sont l'accélération, la vitesse et puis la position. Donc la position ici dans le repère, donc c'est un repère plan, donc c'est la position X, Y. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que, eh bien, on a un mouvement d'un mobile, donc à n'importe quel moment, par exemple si je symbolise sa position ici, je la note avec ce point rouge, et bien, en ce point-là, en fait, on va essayer d'appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, le point ici, il va être soumis seulement à son poids, d'accord? Donc, la première chose à faire, c'est de considérer le système qu'on étudie. Donc, le système étudié ici, c'est, on va l'appeler le système S, d'accord? Le S, ça va symboliser ce système qui est en mouvement de lancer. Donc ce système S, il subit son poids, d'accord? Donc on va ensuite faire l'inventaire des forces qui sont appliquées sur le système. Donc inventaire des forces. On va considérer que il n'y en a qu'une, donc en l'occurrence ici c'est le poids, et que par exemple les frottements qui peuvent avoir lieu avec l'air, on va les négliger. Donc puisqu'il n'y a qu'une seule force, donc ici on va considérer le poids, d'accord? Le poids du système. Donc le poids du système, donc le système une fois qu'il est lancé, il n'est soumis qu'à son poids. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que le poids il est toujours vertical et dirigé vers le bas, d'accord? Donc il est dirigé vers la Terre. Donc ça c'est le poids. Très bien. Donc le poids. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait l'inventaire des forces, maintenant qu'on sait étudier le système dans un repère, donc il y a deux choses qu'il faut retenir, donc l'inventaire des forces, et puis le repère dans lequel s'effectue le mouvement, ici en l'occurrence c'est le repère OX, OY, donc les deux axes OX et OY qui font un plan, donc c'est un mouvement plan. Une fois qu'on a déterminé ça, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, application de la deuxième loi de Newton. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la deuxième loi de Newton ? La deuxième loi de Newton, elle nous dit tout simplement que la résultante des forces, donc la somme des forces appliquées sur le système, est égale à la masse fois l'accélération du système. Donc ici j'écris la somme des forces exercées, donc les forces extérieures exercées sur le système S, est égale à la masse du système, petit m, fois l'accélération du système. Donc ici, comme on considère que c'est un pigeon d'argile, hein, vous savez les pigeons d'argile qu'on va lancer et puis sur lesquels on va tirer, donc on va l'appeler AP, d'accord? Donc sigma des forces, la somme des forces extérieures est égale à la masse du système fois AP. Par ailleurs, cette somme des forces extérieures appliquées sur le système ici, elle se réduit ou elle se résume
à quoi? Elle se résume à la force du poids. D'accord? Donc, par ailleurs, la somme des forces extérieures appliquées sur mon système, c'est seulement le poids. D'accord? Donc, en gros, cette écriture-là, la deuxième loi de Newton, peut s'écrire sous la forme P égale à M fois AP. D'accord? M fois l'accélération du pigeon. Donc, le poids P, par ailleurs, qu'est-ce que je sais? C'est une loi fondamentale qu'on sait depuis la seconde, peut-être même à partir du collège, de la troisième. Donc, le poids, c'est quoi? C'est la masse fois la constante de pesanteur, donc G, la constante de gravitation. Donc, P égale à M fois G. Donc, ça, on le sait par ailleurs, n'est-ce pas? Donc, d'autre part, P égale à M fois G. Donc, je peux remplacer le poids P par M fois G. Donc, on remplace P par M fois G. Donc, si on remplace P par M fois G, que devient l'écriture de tout à l'heure? La deuxième loi de Newton, elle devient tout simplement, donc, M fois G est égal à M fois A, fois AP. Hein? Vous voyez bien, ici, on avait M, la masse, fois l'accélération du pigeon. Donc, le poids qui est M fois G égale à la masse fois l'accélération du pigeon. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'il y a une similitude, qu'on a un même facteur à gauche et à droite. Donc, on peut simplifier par ce facteur-là. Et on peut donc déduire que G est égal à AP. Donc, AP, par conséquent, AP, l'accélération du pigeon, est égale à G. Donc G, c'est quoi? C'est l'accélération de pesanteur. Donc, cette relation, elle est fondamentale, puisqu'elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'accélération est égale à G. Souvenez-vous que G, la constante de pesanteur, elle est comment? Comment est positionnée, comment est localisée cette G, cette constante de pesanteur? C'est un vecteur qui est également vertical et qui est dirigé vers le bas, d'accord? Vers la Terre. Donc ça, c'est G. Puisque les deux vecteurs G et AP sont égaux, ça veut dire qu'en réalité, l'accélération, elle est également verticale, n'est-ce pas? Donc, l'accélération, puisqu'elle est égale à G, donc AP, ce vecteur-là, est vertical également. Et la norme de AP, c'est la norme de G. Et si je veux AP, c'est la norme du vecteur AP. Hein. Je peux l'écrire sans la flèche ou je peux l'écrire avec la flèche entre deux barres, hein, la norme d'un vecteur. C'est la façon de la noter. C'est égal à la norme de G, n'est-ce pas? Ou alors à G. Donc, il s'ensuit deux choses. Donc ici, on peut le représenter sur le schéma. Donc, si je supprime le poids, si je veux représenter que les constantes ou les unités cinétiques du mouvement, donc l'accélération par exemple, l'accélération va être du coup horizontale puisque elle est dans le même sens et dans la même direction de G. Donc l'accélération AP est comme ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, puisqu'elle est verticale, sa composante selon l'axe de X est nulle. Alors si c'est pas clair les amis, je vous renvoie à une explication sur les coordonnées d'un vecteur. Hein. Je vous rappelle que les coordonnées d'un vecteur, c'est la projection de l'origine et de l'extrémité du vecteur. Un petit aparté ici sur ça. Si vous avez oublié cette notion-là en mathématiques, si on a un vecteur U, vous voyez ici, si je veux les coordonnées du vecteur U, il me suffit de tracer le projeté orthogonal de l'origine et de l'extrémité, cette distance-là, hein, bien sûr qui est orientée, ici, cette distance qui est en orange et cette distance qui est en jaune, et bien ça c'est XU, et ça c'est YU, d'accord? Donc les coordonnées d'un vecteur, ce sont les projections de l'origine. C'est la distance entre les projections de l'origine et de l'extrémité. Du coup, ça m'amène à la conclusion suivante. Si un vecteur est comment? Si un vecteur est vertical, eh bien, quand je vais vouloir, par exemple, le projeter, quand je vais vouloir le projeter sur l'axe des abscisses, eh bien, là, l'origine et l'extrémité ont le même point, n'est-ce pas? Donc, la distance est nulle. Donc, un vecteur qui est vertical a sur X, sur l'axe des X, un projeté qui est nul. Donc, l'abscisse d'un vecteur vertical est nulle. Donc, puisque AP est justement vertical, si je veux exprimer les coordonnées de AP dans le repère OX, OY, AP va avoir un abscisse APX qui est nul, et APY, si je veux
projeter AP sur l'axe Y, ça va être égal justement à AP, n'est-ce pas? Ou plutôt à moins AP, puisque c'est vertical et c'est dirigé vers le bas et qu'il a un sens négatif. Donc AP de Y, c'est égal à moins AP, donc c'est moins G, n'est-ce pas? Puisque G, c'est une constante qui est positive, et AP est négatif, puisqu'il est dirigé dans le sens inverse que celui de l'axe des Y. Voilà, et donc du coup, j'obtiens AP. Donc AP en fonction du temps, c'est à deux composantes, APX qui est nul, et APY qui est égal à moins G. Donc maintenant, on va essayer de déterminer ensemble les coordonnées du vecteur vitesse à partir du vecteur accélération. Donc ici les amis, pour déterminer la vitesse, donc les équations horaires de la vitesse, il me suffit donc de me souvenir de la relation qui lie l'accélération avec la vitesse. Donc quelle est la définition de l'accélération? Alors, souvenez-vous, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. L'accélération est la variation de la vitesse par rapport au temps. Par rapport au temps. D'accord? Donc, très simple ici, la variation de la vitesse par rapport au temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je peux écrire l'accélération, donc le vecteur accélération, sous la forme, la dérivée de la vitesse en vecteur par rapport au temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement que ici APX qui est égal à 0 et APY qui est égal à moins G, eh bien ce sont les dérivées de la composante selon X et de la composante selon Y respectivement par rapport au temps. Donc APX est égal à D de VPX par rapport au temps, et APY, donc l'accélération du pigeon en fonction de Y, c'est la dérivée de la vitesse du pigeon Y par rapport au temps. Donc j'ai deux composantes de cette vitesse, de cette accélération, qui sont deux dérivées de la vitesse par rapport au temps, bien sûr, deux dérivées des deux composantes de la vitesse par rapport au temps. Donc, on sait du coup que dvpx sur dt est égal à 0, n'est-ce pas? Puisque APX est égal à 0. D'accord? Comme on peut voir ici, APX est égal à 0, donc dvpx sur dt est égal à 0. Et donc du coup, je sais que la dérivée de la composante selon x de la vitesse est nulle. Quelle est la fonction dont la dérivée est nulle? Je vous renvoie à la dérivation, donc au chapitre des mathématiques sur la dérivation. La seule fonction dont la dérivée est nulle, c'est une fonction qui est constante. D'accord? Ce sont les constantes qui sont, une fois dérivées, nulles, deviennent nulles. Donc, Vpx est donc égal à une constante. Je vais l'écrire, je vais l'appeler C1. D'accord? Cette constante, C1. C'est la constante dont la dérivée sera nulle. Ensuite, pour calculer l'accélération qui correspond. On va prendre également dvpy sur dt, qui est égal, non pas à 0 cette fois-ci, mais qui est égal à APY, et APY, on avait trouvé que c'était moins g, d'accord? Donc ici, tout simplement, j'écris dvpy sur dt est égal à moins g. Donc, c'est une constante ici, c'est pas 0, et c'est quoi la fonction dont la dérivée est égale à une constante? Vous vous souvenez, quand on dérive par rapport à x en mathématiques, c'est quelque chose fois x. Donc je cherche la primitive de l'accélération. Donc Vpy, c'est forcément égal à moins g fois t. D'accord? Ici, je multiplie par t parce qu'on dérive par rapport au temps. Notre variable ici est le temps. C'est pour ça qu'on dit équation horaire, parce que ce sont des équations qui vont varier en fonction du temps. Donc moins gt, donc du coup si je dérive moins g fois t, ça nous donne moins g. Mais ça n'est pas complet, il faut rajouter une constante C2, parce qu'effectivement pour être tout à fait correct, c'est toujours une constante. Donc, si je dérive la constante, on obtient 0, d'accord? Donc pour être parfaitement correct, d'un point de vue formel et mathématique, je dois rajouter les constantes. Ensuite, pour terminer, trouver la valeur exacte de la vitesse en fonction du temps, il me faut
trouver les valeurs de ces deux constantes, donc C1 et C2. Comment trouve-t-on les constantes C1 et C2? On les trouve à l'aide des conditions initiales. Alors, qu'est-ce qu'on appelle conditions initiales? Donc, les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est au début du mouvement. Donc, au début du mouvement, on avait donc une variation de la vitesse. Donc, initialement, on avait Vp0, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, on avait une vitesse initiale qu'on appelle ici Vp0. Donc, cette vitesse initiale avait évidemment deux composantes, d'accord? Comme on peut le voir sur le schéma, on a une composante qui est horizontale ici, d'accord? C'est ce qu'on appelle Vp0x, d'accord? Et on a une composante qui est horizontale, en fait, qui représente l'ordonnée du vecteur vitesse initiale Vp0. Donc ça, c'est Vp, vitesse du pigeon, 0, y, donc c'est-à-dire selon l'axe des y. Donc, le but ici va être de déterminer les valeurs de ces vitesses-là, Vp0x et Vp0y, en fonction du schéma qu'on va avoir. Donc, ici, vous voyez bien, on a bien la valeur dans l'énoncé de Vp0, du vecteur Vp0. On va essayer de trouver ces Vp0x en fonction de Vp0, d'accord? Pourquoi je m'interroge sur la valeur initiale? Parce que, tout simplement, comme ici vous pouvez le voir, Vpx reste toujours constante. Donc pour trouver cette constante-là, il suffit de savoir sa valeur au début du mouvement, d'accord? Puisque ça reste toujours constant au cours du mouvement, cette valeur initiale, elle reste toujours constante. Et pourquoi Vpy initial? Parce qu'à t égale à 0, eh bien, Vpy égale à moins g fois 0 plus C2. Donc, Vp initial, c'est C2, d'accord? Donc, ici, maintenant que vous avez compris pourquoi on cherche à établir les composantes de la vitesse initiale, du vecteur vitesse initiale, on va essayer de les trouver justement. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc ici, en traçant les composantes de ce vecteur vitesse initiale, on a involontairement tracé une espèce de triangle rectangle, d'accord, qu'on peut voir ici. Donc ce triangle rectangle-là, le côté jaune, en fait, il représente le côté adjacent de l'angle alpha, d'accord? Regardez bien l'angle alpha qui se trouve là, donc l'angle alpha, le côté qui le touche, c'est le côté Vp0x, donc c'est le côté adjacent. Et qui dit côté adjacent, dit la valeur trigonométrique cosinus, d'accord? C'est le cosinus qui est associé au côté adjacent. Donc, si je veux le cosinus de cet angle alpha, d'accord? Donc, je vais l'écrire ici, cosinus de l'angle alpha. Eh bien, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, le côté adjacent, c'est Vp0x sur l'hypoténuse, qui est Vp0, d'accord? Donc, si je veux la valeur de la composante selon x, la valeur initiale, je peux dire que Vp0x égale à Vp0 fois cosinus de alpha. Si simplement, je multiplie Vp0 ici, par cosinus alpha, pour trouver Vp0x. Donc Vp0x est égal à Vp0 cosinus alpha. Maintenant, si je m'intéresse à la composante verticale, Vp0, Vp0 c'est cette distance qui est en vert ici, d'accord? Mais qui est exactement la même que celle-là, qui est opposée à l'angle alpha, n'est-ce pas? Que je viens de représenter en rouge. Donc, comme c'est le côté opposé à l'angle alpha, souvenez-vous, valeur trigonométrique, côté opposé est synonyme de sinus. Donc j'utilise le sinus. Si je veux utiliser le sinus de alpha, donc le sinus de alpha ici, c'est le côté opposé, d'accord? Donc c'est du coup Vp0y divisé par l'hypoténuse qui est donc Vp0. Et donc du coup, je peux déduire quoi exactement? Eh bien, je peux déduire Vp0y. Donc Vp0y égale à Vp0 sinus alpha. D'accord? Donc là, on a trouvé Vp0x et on a trouvé Vp0y. Vp0, c'est Vpx. Vp0x, c'est Vpx à t égale à 0. Vp0y, c'est Vpy à t égale à 0.
Donc, avec ça, je vais pouvoir remplacer C1 et C2 par leur valeur. Et c'est ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc, les conditions initiales, qu'est-ce que j'écris? À t égale à 0. Donc, Vpx à t égale à 0, en fait, c'est Vpx, Vp0x qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, d'accord? Vpx à t égale à 0, comme c'est toujours une constante, c'est C1. Et donc, du coup, c'est C1, d'une part, et d'autre part, c'est Vp0 cosinus alpha. Maintenant, Vpy à t égale à 0, d'accord? C'est Vp0y, c'est égal à C2, n'est-ce pas? Parce que si je remplace ici Vpy, je remplace t par 0, j'obtiens moins g fois 0, ça fait C2, d'accord? Donc Vpy de t égale à 0, c'est Vp0y égale à C2, qui est donc, on a trouvé, Vp0 fois sinus alpha. Du coup, Vp, les composantes de la vitesse du pigeon, Vpx, c'est C1 que je viens de trouver égal à Vp0 cosinus alpha. Vpy, c'est égal à moins gt plus la constante C2 que je viens de trouver, Vp0 sinus alpha. Vp0 fois sinus de alpha. Et donc voilà, je trouve les équations maintenant horaires des composantes de la vitesse du pigeon. Maintenant, on va aller encore plus loin et on va essayer de trouver les équations horaires de la position, c'est-à-dire à n'importe quel moment, je peux savoir, sachant seulement si j'ai un chronomètre, le temps initial du lancer, je peux savoir à tout moment localiser la position du pigeon qui est en mouvement ici. Donc, très simple, eh bien, on va faire exactement comme on a fait entre l'accélération et la vitesse. Donc, si l'accélération, est la dérivée de la vitesse, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps, la vitesse, à son tour, d'accord, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position, d'accord. Donc, si je prends la vitesse en vecteur, c'est la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps, d de OM par rapport à dt. Donc, en gros, les composantes de la vitesse sont les dérivées des coordonnées du point M, d'accord? Si le point M représente le point où se localise le mobile au cours de son mouvement, eh bien, la vitesse du pigeon, ici en l'occurrence, c'est la dérivée de ce vecteur position, et du coup, les composantes du vecteur vitesse sont les dérivées des positions, des coordonnées de la position. Donc, Vpx, qui varie en fonction du temps, c'est en tout moment la dérivée de x par rapport au temps, d'accord? Et Vpy de t, c'est dy par rapport au temps, d'accord? Donc ça, ce sont deux relations qu'il faut absolument maîtriser. Donc, d'une part, on a ça, et d'autre part, je sais que dx sur dt, eh bien, c'est quoi? Vpx de t, on vient de trouver, c'est Vp0 cosinus alpha. Et d de y par rapport au temps, c'est quoi? C'est moins gt plus Vp0 sinus alpha. Donc, comme tout à l'heure, pour essayer maintenant de remonter à x et à y, aux coordonnées du point M, il faut que je calcule, en mathématiques on appelle ça les primitives, c'est-à-dire l'inverse de la dérivée. L'opération qui va s'opposer à la dérivée pour obtenir la fonction mère. Donc, ici, comme la dérivée de x par rapport au temps, c'est Vp0 cosinus alpha, c'est une constante, quelle est la fonction dont la dérivée est une constante? C'est une fonction fois x, d'accord? C'est la constante fois x. Donc, x ici de t va s'écrire sous la forme, cette constante, d'accord? Vp0 cosinus alpha fois t. Ici encore, bien sûr, plus une constante, parce que si je dérive une constante, ça donne toujours 0. Donc, pour que je sois formellement correct, il faut que je rajoute une constante C'1. Et pareil ici, y de t. Alors ici, c'est un petit peu plus délicat, ça nécessite de mobiliser vos connaissances en mathématiques. En l'occurrence, je cherche
la fonction dans la dérivée est moins g fois t, plus vp0 fois sinus alpha. Donc, observons tout simplement moins g fois t. Donc, je dérive et j'intègre toujours par rapport à t, par rapport à la variable t. Donc, quelle est la fonction dont la dérivée est égale à t? Donc, quelle est la fonction en mathématiques dont la dérivée est égale à x? Alors, c'est 1 demi x au carré. Ça, il faut que vous vous souveniez de cette formule-là. C'est 1 demi fois x au carré. Donc, ici, en l'occurrence, c'est 1 demi fois t au carré. Donc, du coup, la primitive, c'est moins 1 demi fois gt au carré. Puisque si je dérive ça, j'obtiens t au carré, ça me fait 2 fois t. Le 2 fois t avec le moins 1 demi, le 2 se disparaît avec le 1 demi. Et donc, j'obtiens moins gt, tout simplement. Donc, ça, c'est la primitive, la fonction initiale dont la dérivée est égale à moins gt. Plus vp0 sinus alpha, donc comme c'est une constante, je fais comme tout à l'heure, ça me fait vp0 sinus alpha fois t. Comme ça, si je dérive, j'obtiens tout simplement vp0 sin alpha, et comme ça, j'obtiens la vitesse. Encore une fois, je rajoute une constante, parce que si je dérive logiquement une constante, on obtient 0. Et voilà, donc comme tout à l'heure, il est nécessaire ici, pour terminer, pour la finition de cet exercice, de trouver les valeurs des constantes, donc C'1 et C'2. Et pour trouver C'1 et C'2, je vais avoir recours, encore une fois, aux conditions initiales. Donc, encore une fois, les conditions initiales me permettent d'écrire. Donc, initiale, tout simplement, ça veut dire quoi les conditions initiales? Ça veut dire les conditions à t égale à 0. Donc, à t égale à 0, eh bien, x, lorsque t était égal à 0, c'était quoi? Ici, c'est très simple dans cet exercice. Ça peut différer en fonction des exercices, mais ici, en l'occurrence, vous voyez ici, à t égale à 0, on était où? À t égale à 0, on était à l'origine du repère, d'accord? Et donc, à l'origine du repère, eh bien, x était égal à 0, n'est-ce pas? À t égale à 0, x est égal à 0, et y égale à 0, n'est-ce pas? Donc, à t égale à 0, ici, on écrit 0. Et y à t égale à 0, c'est égal à 0 aussi. Du coup, en fait, si je remplace ici t par 0, je trouve C'1 égale à 0. Et si je remplace t par 0 dans la deuxième équation de y, je trouve C'2 égale à 0 aussi. Du coup, facile. Donc, d'après ça, C'1 égale à 0 et C'2 égale à 0. Et par conséquent, je peux écrire les équations horaires, les équations de la position. Donc, x de t est égal donc, à Vp0 cosinus alpha fois t, Vp0 cosinus alpha fois t, et y de t égale à moins 1 demi gt au carré plus Vp0 fois sinus alpha fois t, tout simplement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les équations horaires de la position. Vous allez voir, les amis, dans de prochaines vidéos, je vais détailler avec vous ce à quoi vont me servir justement ces deux équations-là. Et donc, en l'occurrence, à un tas de choses, par exemple, l'équation de la trajectoire, par exemple, étudier la portée de ce tir, c'est-à-dire la distance qui va séparer le point du lancer du point où la cible va atterrir ou va atteindre son objectif. On va également pouvoir, par exemple, déduire l'amplitude du tir ou le point maximal de ce tir-là. On va pouvoir faire plein de choses avec ces deux équations horaires qui sont quand même la traduction de ce que peut faire la mécanique et ce qui nous permet de connaître en termes d'anticipation de la trajectoire, de la position, etc. Voilà les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me permettra de produire encore plus de contenu et ça aidera à son référencement. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai.